Merci, monsieur l'ambassadeur. Effectivement, je vous ai reçu hier et aujourd'hui encore. Je vous avais dit hier que vous êtes chez vous. Quand on est chez soi, on ne compte pas le nombre de fois où on vous voit. Parce que vous pouvez être tous les jours ici, suivant les nécessités de service. Je voudrais aussi vous remercier et vous féliciter de la confiance que vos camarades guinéens ici, comme vous l'avez dit, qui sont de Caille jusqu'à Gao, la confiance qu'ils ont placée en vous. Certainement que ce n'est pas par hasard qu'ils vous ont choisi. Ils savent de quoi vous êtes capable. Et le fait que les autorités guinéennes aussi vous ont reçu indique clairement que votre confiance va au-delà des simples frontières du Mali. Maintenant, pour ce qui concerne nos deux peuples, ils sont en avance sur les dirigeants, en réalité. Les dirigeants ont une mission précise, je disais d'ordre historique, qu'ils doivent remplir aujourd'hui. C'est de tout faire pour réaliser, suivant les possibilités du moment, cette grande aspiration de nos peuples. Vous savez, avant les indépendances, si ça ne tenait qu'aux dirigeants d'alors, nos deux pays allaient à l'indépendance ensemble. Et il y avait des aléas d'ordre politique que vous savez, des aléas extrêmement difficiles que la Guinée, je dirais, seule avait pu franchir pour dire non en 1958. On sait ce que ça a coûté à la Guinée. Il n'y a pas eu la solidarité nécessaire. Les colonisateurs ont tout fait pour traîner dans la boue le peuple guinéen. Pas plus qu'hier, j'ai expliqué au président de la transition qu'en 1958, même les laboratoires médicaux où il y avait des serpents venimeux, on les a ouverts pour libérer les serpents. On a arraché les fils électriques. On a brûlé des céréales. On a tout fait pour que la Guinée soit à l'âge de la pierre taillée. Pour humilier les Guinéens et ses dirigeants, pour avoir osé dire qu'ils préfèrent l'indépendance de la pauvreté que la richesse riche, mais dans l'esclavage. En réalité, ça a été dit au nom des Guinéens, et presque la plupart des Africains pensaient la même chose. Mais pour diverses raisons, les dirigeants n'avaient pas pu le dire exactement comme ça. Parce que les contraintes, les pressions sur elles étaient extrêmement fortes. C'est pas pour rien que le Premier ministre de la décolonisation de la France, Pierre Mesmer, a écrit dans ses mémoires qu'en 1958-1960, ils ont donné l'indépendance à ceux qui l'exigeaient avec le moins d'intransigeance, après avoir éliminé politiquement et militairement tout ce qui l'exigeait avec intransigeance. En ce moment, la Guinée était le seul pays où ils ont cherché, ils n'ont pas pu trouver des gens opposés au président d'alors. Dans tous les autres pays, on cherche votre cousin, quelqu'un de votre famille, de la même notoriété, pour créer une dualité dans la recherche du pouvoir. Eux, ils faisaient tout pour faire gagner celui qui n'était pas hostile à la France. C'est un jeu que nous avons compris plus tard, mais qui a eu des conséquences très difficiles pour la Guinée, parce qu'entouré essentiellement de pays hostiles, pour les raisons politiques. Mais avec le Mali, l'hostilité n'a jamais atteint ce que les adversaires des uns et des autres peuvent penser, quels que soient les régimes politiques. Vous savez, même lorsque il y a eu la maladie Ebola, où tout le monde s'est empressé pour fermer les frontières dans les années 2019, je crois 2020,
les frontières du Mali n'ont pas été fermées par les autorités. Ça veut dire que depuis l'indépendance, il y a une constante dans les relations entre le Mali et la Guinée, faite de solidarité mutuelle, d'entraide mutuelle. Vous savez, les armes qui ont équipé l'armée malienne, la monnaie malienne, ont tous passé par les ports de la Guinée dans les années 60, dans les plus grands secrets. Et beaucoup ne connaissent pas beaucoup l'histoire. Ils disent des choses, vous savez, c'est connu, les Guinéens disent, les Maliens aussi disent, les Africains disent, la Guinée et le Mali, c'est deux poumons du même corps. C'est une citation qui est venue à la suite d'une rencontre célèbre entre le président Ahmed Sékou Touré de la Guinée et le président Moussa Traoré du Mali. La Guinée et le Mali, deux poumons du même corps. Les premiers présidents avaient les mêmes relations. Modibo Keïta et Sékou Touré. Il n'y a pas eu des ingérences dans les affaires intérieures des uns et des autres. Rien n'a été fait pour gêner la Guinée. Et d'ailleurs, lorsqu'en 1970, des mercenaires s'étaient hasardés à vouloir renverser le pouvoir guinéen, il a fallu de 2 survols de la ville par des MiG maliens, des avions de chasse, pour que les terroristes paniquent tellement qu'ils aillent se donner. Et le pouvoir guinéen a été sauvé et a pu régler ses comptes avec certains. Ça, c'était fait en réalité contre un peuple qui voulait juste être libre, indépendant, ne pas être un État vassal, mais un État partenaire. C'est ce qu'on lui avait refusé. C'est ce qui expliquait tous ces jeux, des fausses monnaies qui ont été fabriquées pour inonder le marché, dévaloriser la monnaie, des entretiens avec toutes sortes de cadres pour renverser le régime, salir l'image du régime à l'extérieur comme étant un régime despotique. Et vous savez, j'ai dit à nos amis souvent, l'événement dramatique que beaucoup de Guinéens regrettent du 28 septembre 1999. Quand vous demandez aux Africains qu'est-ce que le 28 septembre vous dit, ah oui, en Guinée, il y a eu des morts. Mais les gens oublient que c'est le 28 septembre 1968 que la Guinée a dit non. 58. Que la Guinée a dit non. Mais on a oublié cette date. Parce que ceux qui n'en voulaient pas voulaient créer une situation où le 28 septembre va rester dans la mémoire collective comme une date où les Guinéens se sont tués entre eux. Et non pas le jour où la Guinée s'est tenue debout devant la plupart des pays colonisés africains pour être le seul à dire non. Beaucoup ne comprennent pas ça parce qu'on sait manipuler les politiques, les militaires. Certains ne connaissent même pas l'histoire. Souvent, je me suis posé la question, quand vous avez une foule de gens qui manifestent et des militaires viennent les renvoyer, comment est-ce qu'un militaire a le temps, pendant cette période-là, d'enlever ses habits, laisser son fusil, violer une femme pendant les manifestations-là? Moi, j'ai du mal à comprendre. Mais vous savez, même le mensonge répété beaucoup de fois, ça devient la vérité. Et d'après les hitlériens, un mensonge qui ressemble à la vérité, l'homme croit à ça plus qu'à tout. Ça, c'est la théorie de la propagande de Goebbels. Un peu de vérité et 90% de mensonges. On croit. J'ai vu un spectacle en Guinée où des anciens dirigeants sont traînés dans la bouille, s'accusent, ça fait rire les gens. Mais les ambassadeurs qui ont été mis au pied dans les années 90, certains qui viennent donner des leçons, ils étaient habitués à donner des leçons à des présidents. Et les Guinéens les ont fait asseoir, les ont mis à leur place. On a oublié ça. Nous, on regardait ça avec fierté souvent. Parce que quelque chose est resté chez les Guinéens, quel qu'il soit. Il est très fier, il n'aime pas qu'on le domine. Tu peux faire tout avec lui. Et il sait bien parler.
les bons discours qu'on écoutait dans les années 70, les Guinéens ont hérité ça et puis la fierté. Lorsque la CEDEAO a décidé de prendre son embargo que vous connaissez sur le Mali, j'ouvre une parenthèse pour dire que la CEDEAO s'est réunie récemment. Et quand le Mali a pris Kidal, la CEDEAO n'en a pas parlé. On ne sait pas pourquoi. Quand ils ont pris l'embargo, la Guinée faisait partie des pays amis du Mali qui ont dit qu'ils ne sont pas concernés. Et moi, je suis presque convaincu que quel que soit le pouvoir guinéen, c'est la même chose qu'il allait faire. Parce que entre le Mali et la Guinée, c'est l'histoire. Donc un dirigeant ne peut pas se hasarder à se laisser emporter par les petits événements du moment. Lorsque un jour, une certaine radio qui voulait brouiller les cartes a annoncé que l'armée malienne a tué 2 Mauritaniens et 2 Guinéens à la frontière, les Guinéens, ils n'ont rien dit, ils ont vite compris que ça, c'est des forces spéciales obscures qui éliminent des personnes pour révolter la population. Dans un autre pays voisin, ils ont dit la même chose. Certains dirigeants ont cru, leur président était dans des situations difficiles. Nous avons envoyé une mission pour expliquer que là où il y a eu les morts, notre armée n'était même pas dans cette zone. Mais vous entendez sur une radio, on dit que l'armée est venue, a tué les gens du village, ceux qui ont pu s'échapper, ils sont allés dans la forêt. Les autres, on a fait une fosse commune, on les a enterrés. Et imaginez-vous, selon cette radio, c'est ces villageois apérés qui sont allés dans la forêt, qui sont revenus, qui ont ouvert les fosses communes, ils ont compté les cadavres, ils ont vu 2 blancs, et ils se sont dit que ces 2 blancs-là sont forcément citoyens d'un pays voisin du Mali. Mais on n'a pas besoin d'être très malin pour savoir que c'est un montage. Mais comme c'est une radio qui a une réputation internationale, on se rend compte après que c'est des gens qui sont là auxquels on donne un crédit, on téléphone, ils racontent ce qu'ils veulent. On enregistre, on va le disperser dans le monde et les gens croient que ça crée des problèmes entre les États. Effectivement, certains ont failli tomber dans le piège. Mais vous savez qu'avec la Guinée, je crois que personne n'a réagi à ce qu'ils cherchaient. Parce que tout le monde a compris tout ce qu'il y a. Et même aujourd'hui, dans nos relations très fructueuses avec la Russie, la quasi-totalité des activités économiques que nous venons mener, tout ce qui peut être supporté par le port de Guinée, c'est pas la Guinée qui a la garantie de ne pas être mêlée à des petits problèmes politiques entre États. C'est là-bas aussi que nous avons donné, la Guinée nous a donné un espace qui fait que nous nous sentons chez nous là-bas. Tout le problème, c'est d'avoir un port un peu plus profond qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, pour vous dire que vous êtes chez vous, et les dirigeants peuvent passer, mais les peuples restent. Donc, la collaboration forte entre vos 2 peuples, c'est un indicateur qui doit aiguillonner les dirigeants. J'expliquais l'autre jour à notre ministre des Affaires étrangères qu'en fouillant les archives, vous verrez qu'au milieu des années 80, juste avant le décès de Sékou Touré, il voulait une fédération avec le Mali. Il était même prêt à être le vice-président et que le Mali soit président. Tout était prêt. Et il était très amer qu'il soit tombé malade et mort sans avoir signé cela. Parce que de part et d'autre, vous savez, dans l'appareil d'État, il y a des fonctionnaires qui font retarder les choses, mais qui ont d'autres objectifs. Cet accord n'a pas pu être signé. C'était une fédération que la Guinée et le Mali voulaient faire. Et les 2 présidents étaient dans de bonnes dispositions. Peu de gens connaissent ça au Mali et en Guinée. Donc ces 2 pays, ils sont liés par la géographie. Comme je dis, c'est des parents, on ne choisit pas ses parents. Ils sont liés par l'histoire. La géographie, l'histoire, ce sont des parents, plus que des amis seulement.
On choisit ses amis, mais on ne choisit pas ses parents. Nous sommes et parents et amis, frères et amis. Mais les dirigeants, comme je dis, ils passent. Les peuples restent. Les autres n'ont pas peur des dirigeants autant, et ils ont peur des peuples. Parce qu'un dirigeant, s'il a une ligne qui ne plaît pas, bon, il suffit qu'il quitte la scène, qu'on trouve les moyens de le faire quitter la scène, soit en le renversant, en l'éliminant, en faisant toutes sortes. Mais quand c'est les peuples, même quand une personne disparaît, une autre apparaît. Et c'est pourquoi ils ont peur des mouvements des peuples. Et donc les dirigeants, quand nous voyons aussi que les peuples se donnent la main, fortifient les relations, ça rassure les dirigeants. C'est une sorte de garantie que vous donnez aux dirigeants politiques. Je dois donc vous encourager, vous saluer et vous dire d'aller plus loin encore. Mon souhait serait que les Maliens aussi fassent la même chose et qu'à deux, vous imposez la volonté économique des peuples aux dirigeants politiques. C'est les peuples qui dirigent normalement à un moment donné de l'histoire. Nous voulons créer une situation pour rendre les processus irréversibles, où les peuples vont décider de ce dont ils ont besoin. Et tout dirigeant qui vient, tu vas t'adapter. Si tu ne t'adaptes pas, tu prends ta valise, tu t'en vas. Le peuple trouve un autre dirigeant. Nous avons la chance qu'aujourd'hui, on a deux dirigeants qui regardent dans la même direction, qui veulent aller être en phase avec les peuples. Là-bas, les d'autres dans votre cas. Renforcer cette coopération de façon active. N'assistez à rien d'anormal. Faites les pressions qu'il faut pour que ces peuples, frères, amis, aillent plus en avant. Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur l'ambassadeur, vous remercier et vous dire que je suis certain que vous allez écrire des pages en or dans l'histoire, la grande histoire du Mali et de la Guinée. Chaque fois qu'on chante l'histoire du Mali, c'est l'histoire de la Guinée. Quand la Guinée chante son histoire, c'est l'histoire du Mali. D'ailleurs, c'est des chercheurs guinéens qui ont sorti souvent des aspects qui étaient inconnus de certains Maliens. On nous sommes appropriés ça maintenant. Donc nous sommes les mêmes. Et bon courage et beaucoup de succès dans votre mission. Merci bien, ce que je voulais vous dire.